bonjour. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Je reçois une invitée, donc une amie, Marie-Paule Nougaret, qui est journaliste, auteur, donc écrivain, et qui est l'auteur donc de ce livre La Cité des plantes, paru chez Actes Sud en 2010. Donc je vais lui laisser la parole et peut-être la première question que je peux lui poser, c'est Marie-Paule, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? En fait, il s'est trouvé que, j'étais journaliste et moi ce qui m'intéresse c'est l'écologie et plus particulièrement les plantes, depuis très longtemps. Et malheureusement à un moment donné l'écologie c'était vraiment pas la mode. Mais bon, il fallait bien en parler un petit peu. Et on m'a demandé de faire une exposition avec des photos et du texte à la Cité des Sciences à Paris, dans la partie qui était gratuite parce que c'était la partie qui appartenait aux journalistes et dont le public pouvait rentrer gratuitement dans cette partie-là. Je crois qu'elle n'existe plus cette partie. Et une exposition sur la pollution de l'air. Donc moi j'y connaissais pas grand-chose. C'est une époque où on disait que les pluies acides n'existaient pas, que c'était un virus qui attaquait les arbres dans les Vosges, qui attaquait les arbres en Suisse, qui attaquait les arbres en Tchécoslovaquie, enfin tout ça toujours vers l'est, parce que les vents dominants viennent de l'océan Atlantique, qui traversent la France et qu'ils allaient en Allemagne, en Belgique, etc. Et les arbres crevaient sur pied, séchaient sur pied en Tchécoslovaquie, en Belgique, en Allemagne, et les Belges et les Allemands n'arrêtaient pas de dire mais c'est français, c'est parce que leur fuel est vraiment dégueulasse, que les camions qui passent en France, leur fuel est plein de soufre et c'est pour ça qu'on a des pluies acides. Et les chercheurs français disaient mais non, c'est un virus, il n'y a pas de problème, etc. Donc moi c'est tout ce que je savais à peu près sur les pollutions. Et pour que ce soit un peu, pour que ce soit un peu plus facile, j'ai décidé de faire des panneaux chacun sur une ville du monde différente. Donc je vais passer très vite là-dessus, mais la première c'était Londres, avec des photos en 1963, où on voit des gens avec des masques à gaz à côté de leur Rolls-Royce, parce qu'à l'époque, on était très au courant du danger des pollutions en 63, donc les pollutions de l'air, donc c'était à cause du charbon, donc des smog acides. Smog c'est un résumé entre smoke et fog, entre brouillard et fumée, et donc c'était tellement sérieux que le chauffeur et le monsieur dans la Rolls-Royce avait un masque à gaz et disait 3000 morts cet hiver à Londres à cause de ça. 63, c'est des photos que m'avait trouvé une fille extraordinaire qui avait cherché les photos. Et moi tout ce que je voyais, là quand on m'a demandé cette exposition, c'était les années 80, quand l'écologie vraiment passait de mode, et tout ce que je voyais, c'était qu'on disait c'est pas la pollution, c'est que les gens sont insuffisants respiratoires, c'est leur faute quoi, c'est leur faute. Et il y a tout un tas de problèmes comme ça de pollution de l'air que j'ai traités lors de cette exposition, et je suis devenue un peu malgré moi une spécialiste en pollution de l'air, simplement parce que personne n'en parlait. Quand les journalistes s'étaient dit il faut quand même qu'on en dise un peu un mot quoi. Il y avait aussi bien de la pollution de l'air industrielle que de la pollution de la circulation. Et puis quelques années plus tard, après l'attentat du Rainbow Warrior, contre le Rainbow Warrior, contre Greenpeace, en fait le bureau de Greenpeace était fermé à Paris. On avait obtenu ça. La France avait été condamnée en Nouvelle-Zélande, à Auckland, puisque c'est en Nouvelle-Zélande que la France a fait sauter le bateau de Greenpeace. Et la France avait été condamnée, à l'époque à verser, je crois, je ne voudrais pas me tromper, mais je crois que c'était 1 million de francs. Et le gouvernement français de l'époque, le gouvernement de Mitterrand, avait dit ok, enfin c'était lui le président, mais c'était comme si c'était le chef du gouvernement, avait dit ok, mais vous fermez le bureau de Greenpeace pendant 1 an. À Paris, le bureau de Greenpeace France. Et il se trouve que le bureau de Greenpeace France, c'était un des plus anciens du monde. Il venait juste après celui qui avait été créé au Canada, le premier. Et à partir de cet attentat, l'argent est arrivé à Greenpeace. Enfin, les gens du monde entier étaient
absolument outrés contre la France, parce que c'était le but de Greenpeace à Tahiti, ça se passait à Tahiti, cette histoire-là. Enfin, ils devaient aller à Tahiti, à Mururoa, filmer les essais nucléaires. Donc les Français étaient encore pratiquement les seuls à faire des essais nucléaires, sous-marins, souterrains, ils disaient, parce que c'était dans le sol, sous la mer. Mais enfin bon, l'océan bouillonne, enfin bon. Et il y avait des retombées, hein, il y avait des retombées pour les gens autour. Donc déjà, les gens étaient très énervés que la France continue de faire des essais nucléaires. Et comme ce bateau avait été visiblement attaqué par les services français, les Allemands, les Belges et tout ça sont mis à envoyer du fric à Greenpeace tant qu'ils pouvaient. Ce qui veut dire que Greenpeace a ouvert un gros bureau à Hambourg, qui est rapidement devenu le plus gros bureau de Greenpeace. Et au bout d'1 an, Greenpeace a voulu réouvrir son bureau à Paris, mais c'était très difficile, parce que l'époque était au punk, l'époque était au loser, à la compétition, enfin tout le réganisme et tout le truc qu'on se mange en ce moment, je n'ai pas besoin de te dire tout en détail. Et donc, ils avaient un petit bureau, et pour arriver à essayer de remonter la pente, ils avaient embauché des scientifiques pour la première fois en France, quoi. Avec l'argent qui arrivait de Hambourg, de tout ça. Et puis de toute façon, ils avaient eu ce million que la France devait leur donner. Il y avait aussi les pêcheurs à la ligne qui les soutenaient. Je me souviens avoir vu l'association de pêcheurs à la ligne qui venait porter un chèque de 100 francs pour essayer de leur dire de faire quelque chose. Parce qu'avant l'attentat, ils étaient très 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 actifs sur la qualité des rivières en France. Et donc ça doit être quand le bureau a réouvert, ça doit être le début des années 90, la fin des années 80. Mais Greenpeace International était devenu énorme. Et tout ça grâce à la France, grâce à cette bêtise de les avoir attaqués. Et Greenpeace International avait réussi à s'introduire dans les négociations sur les pollutions maritimes. Et donc il y a un truc qui s'appelle le traité de l'Atlantique Nord, qui s'occupe des pollutions, parce que toutes les pollutions terrestres finissent dans la mer. En tout cas, toutes celles qui vont dans l'eau finissent dans la mer. Et certaines qui vont dans l'air finissent dans la mer aussi. Hein. Mais pour toutes celles qui sont dans l'eau, c'est sûr. Et bon, parce que les pollutions, c'est pas autre chose que ceux qui ne se dégradent pas. C'est pas autre chose que ceux qui ne disparaissent pas. Donc ça finit dans la mer. Et ils avaient réussi à se mettre dans les négociations du traité de l'Atlantique Nord, et au même moment, en France, la France avait nationalisé l'industrie chimique, avait nationalisé Rhône-Poulenc. Donc Rhône-Poulenc, qui avant était une boîte qui date du 19e siècle quand même, mais qui était une grosse boîte de chimie indépendante, avait été nationalisée à l'arrivée des socialistes au pouvoir, c'est-à-dire en 1981. Et du coup, l'État l'a financée tant qu'elle pouvait, dans le but de la revendre et gagner de l'argent sur cette opération, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose. Et donc, en fait, ils avaient ouvert des tas de crédits pour que Rhône-Poulenc travaille avec les laboratoires du CNRS, de l'INRA, de tous les grands instituts de recherche, et ils avaient en équivalent crédit pour faire de la biotechnologie, c'est quand même... Déjà, ça a commencé les recherches sur les OGM, les pesticides résistants aux OGM et tout ça. Ils avaient donné l'équivalent du budget du ministère de l'Environnement sur 5 ans. Ce qui est vraiment, on a été un peu énervé de ça, quoi. Mais Greenpeace International voulait savoir quelle serait la position des diplomates de la France dans les conversations sur les pollutions. Et pour ça, ils avaient besoin de savoir ce que faisait Rhône-Poulenc. Et donc, ils m'ont demandé de faire une enquête sur Rhône-Poulenc en France, et de voir ce que crachaient ces usines, où elles étaient, qu'est-ce qu'elles faisaient. Donc ça, bon, là j'ai appris à faire ça, c'est-à-dire les gens de Greenpeace m'ont appris, ils avaient les annuaires de l'industrie chimique. Tu téléphones et tu essayes de savoir ce qui crache, parce qu'ils sont tous sur des rivières. Donc si tu ne sais pas exactement où ils sont, tu cherches les endroits qui sont sur la rivière, parce que c'est comme ça que tu trouves les industries chimiques. Et donc j'ai fait un peu le tour des pollutions dans l'eau. Après avoir fait le tour des pollutions dans l'air, j'ai fait le tour des pollutions dans l'eau. Tout ça, c'était parce que Greenpeace International voulait savoir quelles seraient les positions de la France lors des négociations, savoir ce qu'ils avaient comme espoir de pouvoir obtenir d'interdiction ou pas. Et donc je me suis retrouvée à être
spécialiste des pollutions dans l'air et dans l'eau, comme ça, à cause du boulot. Alors que moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était les plantes, et que depuis 1978, j'écrivais sur les problèmes de plantes menacées, pas seulement les espèces, les variétés cultivées aussi. J'avais fini par arriver à visiter un certain nombre de conservatoires botaniques, d'espèces cultivées, d'espèces sauvages, tout ça, et que c'était ça qui m'intéressait vraiment, c'est les plantes. Au cours de ma vie de journaliste, j'avais rencontré quand même tous les gens qui s'intéressent à l'écologie s'intéressent aux solutions, pas seulement aux problèmes, quoi. Donc j'avais rencontré quand même pas mal de gens dans des petits labos qui faisaient des trucs, soit en France, soit à l'étranger. Et souvent, c'était des laboratoires publics qui travaillaient avec 3 bouts de ficelle et qui faisaient des trucs super. Et donc je savais qu'il y avait quand même des solutions pour un certain nombre de pollutions et tout ça, notamment des choses qui ont été découvertes en France et qui sont géniales et dont on parlera un autre jour. Et j'ai une amie qui m'a invitée à donner un cours sur ce que je voulais à des urbanistes dans une université en Italie, en anglais. Donc je l'ai fait, voilà, j'ai fait ça. Et les étudiants, ça les intéressait beaucoup. Et ils ont demandé la 2e année que ça soit 2 jours. Je suis restée amie avec les étudiants, c'est des gens formidables. Et ce qui me revenait tout le temps, pendant les cours, c'est qu'ils disaient « mais moi, dans mon pays », parce qu'ils étaient du monde entier, « moi, dans mon pays, il s'est passé tel truc, ils voulaient couper tel arbre, les gens se sont révoltés. » Et il y avait des gens du Canada, des gens de Corée, des gens de partout. Et tous, ils racontaient des histoires de gens qui sont énervés en ville parce qu'on leur coupait leurs arbres et de luttes, parfois avec succès. Et quand ce cours s'est terminé, parce que le travail de mon ami là-bas s'est terminé, parce que cette université privée a commencé à se tourner vers des choses plus rentables, mon ami m'a dit « mais maintenant tu dois faire un livre avec ça ». Et donc, comme j'étais journaliste, gagnais ma vie en écrivant, j'ai contacté des éditeurs et j'en ai trouvé un qui était Actes Sud, qui a bien voulu me financer pour commencer à travailler là-dessus. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait ce livre. Donc c'est très difficile de faire un plan, tout se tient en écologie. Et donc j'ai essayé de faire un plan qui tienne debout à peu près. Et donc je suis partie de l'idée que ce ne sont pas les plantes qui poussent en ville, ce sont les villes qui grandissent dans le monde des végétaux, puisqu'on est absolument dépendant de la végétation pour la respiration, pour la nourriture, enfin, de toute façon. Et j'ai fait un plan en 3 parties qui était en ville et sur terre, sur les grands problèmes d'écologie en général, pour les grands flux, parce qu'on parlait de pollution, d'accord, mais l'idée c'est de parler de ce que les plantes font pour nous et ce que nous on peut faire pour elles, parce qu'elles aussi elles souffrent des pollutions. Donc la première partie, ça s'appelle En ville et sur terre, parce que le livre s'appelle En ville, autant des pollutions. Et dans cette partie-là, j'ai parlé de l'oxygène, j'ai parlé du gaz carbonique, j'ai parlé du CO2, le gaz carbonique c'est la même chose, j'ai parlé des pluies acides, etc., etc., etc. Dans la deuxième partie, j'ai parlé de ce qui se passe à l'intérieur des logements, ça s'appelle En ville et dedans, à l'intérieur des logements et dans les capsules spatiales, parce que beaucoup du travail qui a été fait sur le travail des plantes à l'intérieur des logements a été fait à cause des problèmes qu'il y a à envoyer des gens dans l'espace où il n'y a pas de production naturelle d'oxygène, par exemple, ni de nourriture. Et la troisième partie s'appelait En ville et dehors, et c'était beaucoup plus sur les interactions entre les villes et les campagnes, voilà, toutes ces interactions sur l'eau, sur l'air, sur la lumière, etc. Ce sont tous des sujets sur lesquels les plantes ont une action. L'ombre aussi, très important, l'ombre. Bon, voilà. Donc voilà le plan du livre. Et pour chaque... j'ai fait un index des nuisances. J'ai pas mis pollution, j'ai mis nuisances parce que j'avais mis aussi les moustiques et les cambrioleurs. Et pour chaque problème, j'ai essayé de donner les solutions et de trouver les solutions. Voilà, j'ai travaillé 2 ans dessus et le livre est sorti il y a 10 ans. D'accord. En 2010. En 2010. Et malheureusement, il n'est pas démodé. J'avais écrit dans la préface, je pense que dans quelques temps, il n'y en aura plus besoin, mais on est encore au temps des pollutions. Mais c'est un livre optimiste, parce qu'il dit autant des pollutions. La plupart des plantes d'appartement sont des plantes de sous-bois tropicaux, quand elles ne sont pas des plantes des déserts comme les cactus.
Donc ça, c'est des plantes qui viennent des îles de l'océan Indien, probablement. Et ces plantes-là, qui craignent le soleil, elles ont à peu près le volume qu'il faut. Ça correspond à une grosse plante. 2 plantes moyennes comme ça correspond à une grosse plante. Et il en faut à peu près 4 grosses par personne dans un logement pour enlever tous les polluants. En fait, tu peux avoir des polluants à l'intérieur à cause des produits qui ont été mis sur les textiles. Tu peux avoir des polluants à cause des cols du mobilier, surtout le mobilier très récent. Il y a des cols faits à partir de pétrole qui sont synthétiques et qui parfois contiennent du formol qui est très mauvais parce que sur la cloison nasale, sur la cloison nasale, il se transforme en acide formique et cette attaque. La NASA cherchait un moyen de dépolluer l'intérieur des capsules spatiales qui sont pleines de plastique. Elle a demandé, et ça c'était dès les années 60, elle a demandé à un monsieur qui s'appelait Wolverton de faire des recherches sur la capacité des plantes à absorber beaucoup de gaz et solvants polluants comme le trichloréthylène, le white spirit, le formaldéhyde justement. Et ce monsieur Wolverton a enfermé les plantes dans des cages en plexiglas et il mesurait la vitesse à laquelle la plante détruisait ces gaz. Et il s'est aperçu que ça allait quand même assez vite et surtout ça allait de plus en plus vite. Quand une plante était habituée à un certain gaz, elle commençait, au bout de quelques mois, elle le détruisait beaucoup plus rapidement qu'au début. Donc il avait toutes ces plantes dans ces petites planches en plexiglas et il a voulu comprendre d'où ça venait. Parce qu'à la base des plantes, il a mis du sable stérilisé. Et ça faisait une couche complètement imperméable aux bactéries, imperméable à tout. Et à ce moment-là, ça ne marchait plus. La plante n'absorbait plus les gaz polluants. Et donc il a compris que c'était les bactéries qui sont dans le sol, des bactéries qui ont besoin de respirer, qui ont besoin d'oxygène, que le sol devait être ouvert, parce qu'à partir du moment où il y avait le sable stérile, elles ne pouvaient plus respirer. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours que les sols soient ouverts, et c'est un des grands principes de l'agriculture et de la permaculture. Il faut toujours que les sols soient ouverts pour que les bactéries puissent absorber les composés carbonés. Et on a pu montrer qu'avec 4 grandes plantes par personne dans un immeuble de bureau, on avait beaucoup moins de maladies, on avait beaucoup moins d'asthme, on avait beaucoup moins d'absentéisme. Et on faisait des grosses économies d'air conditionné parce qu'en plus, les plantes émettent de l'eau et rafraîchissent l'atmosphère. Mais on en parlera une autre fois. La même chose qui se passe avec les plantes d'appartement qu'on a vues tout à l'heure se passe aussi dans les rues de la ville. C'est exactement la même chose. Donc ça, c'est une voiture qui est garée au soleil quand il fait beau, et même l'hiver. Il y a des vapeurs d'essence crue qui s'évaporent, de même que dans les stations-service. Dans les stations-service, il y a des petites pompes qui sont là exprès pour pomper ça. Et ces vapeurs d'essence crue qui montent du moteur au soleil, elles sont cuites par la lumière solaire et elles rentrent dans des mélanges qui sont très dangereux pour la santé, qui s'appellent des oxydants. Très dangereux pour la santé des humains, des animaux et des plantes. Et bon, c'est exactement la même chose qui se passe. C'est-à-dire que si tu te gares à l'ombre, comme ça, tu évites que ces vapeurs oxydantes se dégagent. Mais ce qui est génial, c'est que si tu es sous un arbre, ces gaz vont être pris par les bactéries des racines de l'arbre et vont être éliminés, les hydrocarbures gazeux. Donc c'est exactement le même phénomène que dans les pots, l'expérience de Wolverton pour la NASA. C'est exactement la même chose. Ce qui est la plus étonnante, c'est que tout se passe comme si les plantes avaient prévu toutes les bêtises qu'on fait là, enfin, ou la nature, ou les plantes, mais en tout cas, sans vouloir rentrer dans des considérations métaphysiques, une chose vraiment très étonnante, c'est qu'il y a vraiment des tas de systèmes naturels pour nettoyer les pollutions. Donc j'ai parlé tout à l'heure de ce qui se passait avec les plantes vertes,
avec les arbres sur les parkings. C'est quand même beaucoup mieux si les arbres ont la place de respirer et si les bactéries peuvent travailler tranquillement. C'est parce que le béton, ça fait comme le sable stérile de Wolverton, ça empêche les bactéries aérobies de respirer. Hein. Et donc ça empêche la dépollution. Les enfants qui vivent près des stations-service respirent beaucoup de benzène. Le benzène, c'est un des composants de l'essence, et en particulier des super très boostés avec un haut indice d'octane. Et le benzène, ça donne directement la leucémie. On a utilisé le benzène dans tout le début du XXe siècle sans se poser de questions, et en réalité, c'est vraiment très cancérigène, et pour les enfants, ça peut donner la leucémie. Et il y a une étude qui montre que les enfants qui vivent près des stations-service sont très exposés au benzène, que je rappelle, les bactéries du sol pourraient éliminer. Ces enfants-là font beaucoup de leucémie, plus que les autres. Voilà. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il y a un remède pour ça, qui est un remède naturel, et c'est la pervenche de Madagascar, Vinca rosea. En fait, ce remède a été découvert par des botanistes, des ethnobotanistes dans les années 80. Ce sont des thérapeutes malgaches traditionnels qui leur ont indiqué en disant « ça c'est peut-être pas mal pour l'anémie parce que les gens qui sont très blancs, on leur donne ça, etc. » Et à l'heure actuelle, la pervenche de Madagascar est cultivée à Madagascar sur des grandes surfaces. À partir de la pervenche de Madagascar, on peut fabriquer le remède des leucémies infantiles qui s'appelle Vincrastil. Et donc ces médicaments, on est incapable de les synthétiser. Ils sont fabriqués à partir des plantes. Il y a une transformation, ce n'est pas entièrement fabriqué par la plante, mais ça a multiplié par 4. Ça a multiplié par 4 les guérisons de la leucémie infantile. Donc voilà, il y a toujours une chose surprenante dans la nature qui est là pour nous. Merci beaucoup Marie-Paul.